Bien pouvoir commencer. Non, pas de souci. Bon, on va faire du coup une présentation des recommandations SC 2020 sur la fibrillation auriculaire. On commence par la physiopathe de la FA. C'est pas très évident, mais en gros l'anomalie se trouve au niveau de l'oreillette gauche, où on a une perte du rythme sinusal. On a en fait des modifications électriques avec des macro-réentrées dans l'oreillette gauche. Donc ça résulte sur ça finit sur une perte du rythme sinusal avec un rythme irrégulier et une tachycardie. La FA paroxystique, c'est une des formes les plus fréquentes. C'est la définition de la FA paroxystique, c'est en moins de 7 jours, on a le début et la fin de la FA, la fin soit spontanément, soit par une intervention médicale. Donc, par rapport aux symptômes de la FA, donc la grande majorité des FA sont asymptomatiques. Et quand ça se traduit par des symptômes, on peut avoir de la dyspnée, des palpitations, des douleurs thoraciques, une syncope, voilà, ou choc cardiogénique, de l'œdème, de l'OAP. On va rechercher systématiquement les complications de la FA. Donc, ça va être déjà les complications d'insuffisance cardiaque avec on va rechercher donc de l'insuffisance cardiaque et des complications thromboemboliques avec par exemple des AVC. Ça peut être aussi de la démence vasculaire, voilà, altération de la qualité de vie, hospitalisation et même jusqu'au décès. La FA en quelques chiffres, donc comme on a dit, c'était majoritairement asymptomatique, 50 à 87%, et une prévalence dans la population générale qui varie entre 2 et 4%. C'est plus fréquent chez les hommes et ça augmente avec l'âge. Voilà. Alors, le bilan à la découverte d'une FA, ça va être au minimum un ECG 12 dérivation. On va faire un bilan sanguin un peu complet avec notamment une fonction thyroïdienne et une ETT au bilan initial d'une FA. Le suivi sera coordonné par un cardiologue et pour certains patients, on peut proposer d'autres examens, notamment une ETO. On va voir pourquoi après, notamment pour voir des thrombus ou faire un holter ECG pour voir un peu s'il y a des récurrences de FA qui ne seraient pas vues dans la structure hospitalière. On peut faire BNP, pro-BNP, NT pro-BNP pour voir la fonction cardiaque et tout. Mais en tout cas, pour tous les patients, le bilan minimal, il faut l'avoir bien en tête. Bilan sanguin, fonction thyroïdienne, ETT, ECG. Je reviens un peu pour les patients qui consultent les FA. Il y a à peu près 2 au niveau biologique, 2 examens que vous allez demander. À peu près. Très bien. La famille. Il y a aussi pour le bilan, si on vient, vous demanderez quoi? TSH. On veut toujours au moins une camélie et une TSH. Le TSH d'urgence, oui, ça prend longtemps. Ça prenait 48 heures avant. Maintenant, on les a parfois en 6 heures, c'était en heure ouvrée. Ça n'a pas forcément d'intérêt d'avoir tout de suite. Elle a lancé, elle a récupéré après en consultation d'urgence ou en consultation FA. La fameuse. Alors là, c'est une petite nouveauté de cette recommandation. Il déclare que, par exemple, pour les individus de plus de 75 ans, c'est recommandé de faire un ECG, même si le patient est asymptomatique, pour dépister un peu les FA asymptomatiques, du coup, et surtout pour les gens qui sont à haut risque d'AVC. Et pour les plus de 65 ans, c'est aussi recommandé de faire un ECG pour aller dépister les FA asymptomatiques. C'est très intéressant. Chez le médecin, c'est ça? Chez le médecin, c'est quand même les urgences. C'est très intéressant. Ce qui ressort là, en fait, des recommandations, c'est que le dépistage de la FA devient
quelque peu, on va dire, recommandé à partir de 65 ans et presque obligatoire, systématique à partir de 75. Pourquoi? Parce que probablement ce qu'on monte à l'école. Oui. Ils sont à risque de faire des notifications. Oui. Et parce qu'on a dit, on a donné un peu la réponse avant, c'est de dire que dans 50 à 80% des cas, c'est asymptomatique. Oui. Donc les patients ne vont pas se plaindre. Et pourtant, derrière, il y a des complications mortelles avec une mortalité assez importante, que ce soit l'AVC ou encore le lycéen. Donc ça, c'est l'approche qui développe dans la prise en charge un peu globale de l'AFA, c'est ABC Pathway. Donc le A consiste en anticoagulation et éviter les AVC, donc on va le voir tout ça après. Le B, c'est le contrôle des symptômes en général de l'AFA, notamment contrôler le rythme et contrôler les symptômes du patient. Et le C, ça va être plus dans la post-FA, donc prendre en compte tous les facteurs de risque cardiovasculaire et les comorbidités. Donc, par rapport au A, l'anticoagulation, donc c'est une notion qu'on avait déjà avant, mais là c'est marqué très clairement. En première intention, on utilisera les AOD en fonction d'un score qui s'appelle le Schatz-Vaz, que vous connaissez. Il y a une seule situation où on peut se passer d'anticoaguler, c'est Schatz-Vaz qui est à 0 ou à 1 si le seul point que tu as, c'est parce que de ton sexe féminin. Sinon, pour tous les autres, on anticoagule par AOD en première intention, donc c'est recommandé. Même si c'est une FA valvulaire. Ça, c'est des contre-indications. Voilà, ça reste une contre-indication. On a deux, est-ce que vous connaissez un peu les deux contre-indications? C'est Jacques qui en parlait tout à l'heure. En première intention, on va leur donner à tous les NACO sauf contre-indications. Les contre-indications que vous aurez, ce sont lesquelles, par exemple? Les cancers, pas cancer. Je mélange avec, je pense, la phlébite. Quelqu'un dit insuffisance rénale. Julia, oui, très bien. Quoi d'autre? Je note très bien. Ouais. Érythricémie Très bien aussi. Valve mécanique et rétrécissement mitral, ce sont les deux qui ressortent en fait, les deux seules indications d'utiliser encore des AVK chez ce type de patient. Dans le reste des cas, on met des NACO. Alors, NACO, c'était quand c'était nouveau, maintenant c'est AOD. Les ACO, comme ils ont 15 ans, maintenant elles sont plus nouveaux. C'était nouveau anticoagulant oraux, maintenant c'est anticoagulant oral direct. NACO, ça doit être supprimé de notre terminologie. D'accord. Mais par contre, ça et les contre-indications classiques, un saignement actif, excellent. et les Tout à fait. tout ça, ça Tout à fait. C'est spécifique à chaque fois, côté, genre AVK, tu vois. oui. Chaque fois, d'ailleurs, c'est dit dans le. On parle un peu. Mathias, c'est dit dans le topo, avant d'anticoaguler un patient, vous devez regarder les bénéfices. Vous évaluez le risque thromboembolique, mais vous évaluez aussi le risque de saignement avec le score de ASPF. Oui. Et donc, c'est vous pesez ça, et si jamais il n'y a pas de saignement et que le bénéfice sur le plan thromboembolique est certain, vous les anticoagulez. Dans le cas contraire, Petite parenthèse, iatrogénie, il y a 4 grandes classes qui font la iatrogénie, vous les connaissez? Les 4 grandes classes de médicaments qui sont pour d'accident iatrogénique. Psychotrope. les antihypertenseurs, Tout c'est cardiovasculaire. les corticoïdes. Du coup, les anticoagulants. Ouais. Et les antibiotiques. Et les antalgiques. Dérivé de la morphine. L'AINS, c'est très bien aussi. Hein. Sur les 4 grandes classes, en fait, par rapport au nombre d'accidents, tu vois, quand tu mets des gens sous des appellants PDD, tramadol, morphine, etc., s'ils sont en plus sous des roxates, Serexta, et qu'en plus ils prennent des AOD, et qu'ils chutent, alors là, c'est parfait. Donc, plusieurs possibilités dans l'AOD. Ce qu'on peut dire en première intention, c'est le rivaroxaban à une dose standard de 20 mg et en cas d'insuffisance rénale à moins de 50 de DFG, on passe à 15 mg. Mais les autres sont possibles aussi. Et il n'y en a pas un qui vraiment passe devant les autres si c'est le rivaroxaban. Non, c'est. Vous choisissez le molécule, par contre, vous choisissez la posologie exacte qu'on va prescrire. Oui, Vous pouvez choisir. Mais il n'y a pas de supériorité. Si tu veux dire supériorité, oui, il y en a pas. c'est genre les cuisses ou de. Ça change. Ça, c'est la partie B de leur approche. Contrôler le rythme cardiaque.
En gros, on va utiliser les bêta-bloquants en première intention un peu dans toutes les situations. Il y a deux situations où on va prendre un autre médicament ralentisseur, ça va être l'asthme et le BPCO. On va utiliser des inhibiteurs calciques bradicardisants, diltiazem ou verapamil. Sinon, ça va être des bêta-bloquants avec un objectif de fréquence cardiaque à moins de 110. Et ensuite, on passera aux deuxième ligne, qui sont tout ça. Donc, en première intention, le bisoprolol en dose 1,25 à 20 mg. Et si asthme BPCO, on va utiliser, on peut citer le verapamil. Les anticalciques. Ouais. Vous êtes tous d'accord qu'on donnera de bêta-bloquants dans l'asthme de la BPCO? Pourquoi? Du coup, ça se passe quoi? Soit ça peut favoriser une crise d'asthme ou aggraver une crise d'asthme déjà. Il va récupérer un bon bêta-bloquant avec une demi. Ouais. Les bêta-agonistes, ça va s'antagoniser avec les bêta-bloquants. Ça va faire des... Et enfin, le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, ceux-là, on les connaît. Prendre en charge l'hypertension, la consommation d'alcool, l'activité physique, l'apnée du sommeil, l'hyperlipidémie, arrêter de fumer, etc. Et la glycémie dans le diabète. Une question. On choisit toujours de ralentir la FA? C'est une bonne question. On va traiter à la fin. C'est une bonne question, ça. Par rapport à la cardioversion dans la FA, donc il y a deux méthodes, soit c'est médicamenteux, soit c'est électrique. Ça va déjà dépendre de la tolérance et de l'éthique instable. On ne va pas se poser de questions, on va choquer, faire une cardioversion électrique d'emblée. Si le patient est stable hémodynamiquement, on va regarder déjà s'il est sous AOD déjà, etc. Normalement, c'est 3 semaines d'anticoagulation orale avant de procéder à une cardioversion, ou alors faire une ETO qui montre une absence de thrombus dans l'oreillette gauche. Donc, ça va dépendre de ça. Et du coup, s'il est choqué, on ne peut pas faire les 3 semaines d'anticoagulation ni l'ITO, on choque sans vérifier s'il y a un thrombus, parce que, je reprends ta question, si on choque sur sa FA, on va aller le choquer sans vérifier qu'il y a un thrombus. C'est la gravité là, qui va s'appeler. À ce moment-là, tu vas d'abord essayer effectivement de récupérer un rythme normal et tu vas l'anticoaguler après. Mais tu vois, c'est vraiment l'extrême de la recommandation. Dans les autres cas, on essaie de les anticoaguler et de programmer tout ça tranquillement. Mais il peut arriver des situations, notamment dans la stabilité hémodynamique, où tu es obligé quand même de faire des chocs électriques externes pour récupérer un rythme normal. Tu préfères récupérer un patient vivant avec un AVC qu'un patient mort sans AVC? Juste pour tout ce qui est amiodarone, maintenant c'est cardioversion en premier et amiodarone si. On va voir aussi après que l'amiodarone n'est plus vraiment en première intention. Et pareil, la combinaison des deux, c'est un peu plus. La combinaison des deux, le choc plus l'amiodarone, ça on ne le fait pas. Non, c'est pas tout à fait comme ça. L'amiodarone passe vraiment en deuxième intention derrière, on va voir derrière les anti. Je croyais que parfois on faisait en même temps. D'accord. La cocaïne en fait qui prend plus la place de l'amiodarone. Donc ça, ces diapos, c'est un peu voir l'efficacité de la cardioversion. Ensuite, donc on va regarder si évidemment il n'y a pas de récidive de FA et regarder les symptômes du patient. Voilà. Qui comprend l'objectif principal d'une cardioversion par rapport à ralentir le patient. C'est quoi la différence entre, en termes d'objectif, de mettre un traitement avant l'examinant ou de mettre un traitement pour un traitement anti-acute? Il y a 3 jeunes déjà. C'est pas tout à fait la réponse. De dire, on a quelque part, imaginons le bisoprolol qui est un traitement radical qui ralentit la fréquence cardiaque. C'est quoi l'intérêt de mettre plutôt un anti-acute?
La différence, c'est que l'un va simplement, l'état de va simplement ralentir la fréquence cardiaque. L'antiarythmique va essayer de retrouver un rythme sinusal. Donc, antiarythmique, d'accord? Quand vous mettez de la flécaïne, c'est vraiment l'objectif derrière, c'est de retrouver un rythme sinusal pour le patient. Et ça va avoir quoi comme conséquence, surtout au niveau diminution de l'insuffisance cardiaque le fait de le remettre en rythme sinusal évite les complications thrombombolisques. Parce qu'on peut quand même les anticoaguler. Si, on peut les anticoaguler. Vous avez bien compris que pour les traitements en fait, de l'AFA, vous avez de l'anticoagulation et vous avez soit ralentir ou soit réduire. Ce que je dis, c'est que parfois, il y en a, même quand c'est un choc externe, on va quand même les anticoaguler. Après, s'ils ont un choc élevé, on les anticoagule toujours après. Mais du coup, c'est quoi vraiment finalement la grande différence entre le mettre en rythme sinusal ou juste le ralentir? C'est dans tous les cas la besoin de l'anticoagulation. C'est pas la même chose l'objectif de traitement anticoagulant que l'objectif en fait de ralentir ou de réduire. Là, tu dis si on met effectivement, on fait le choc électrique externe, on va effectivement essayer de retrouver un rythme sinusal, ça ce sera fait, mais derrière il faut prévenir en fait l'apparition des complications. Donc il faudra l'anticoaguler. S'il reste avec les violences, ça veut dire que le blanc mettra derrière, par exemple, un traitement qui peut le ralentir. Et si il se remet aussi en rythme anormal, en tout début, on pourra à ce moment-là introduire un traitement antiarythmique. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'en fait, la FA va pas forcément devenir permanente derrière, tu vois, selon la cause de la FA. Par exemple, tu as fait une diarrhée aiguë sur un syndrome cholériforme, tu es tombé à 1 6 de potassium, tu as fait de la FA contextuelle sur l'hypocalémie. On t'a traité ton problème, tu ne feras plus jamais de FA de ta vie. Donc peut-être que tu auras un traitement anticoagulant qui va durer quelques mois, et ensuite après on va l'arrêter. Là c'est réévalué après. Donc l'espace anticoagulant à vie, si c'était un événement qui était contextuel. Par contre, quand tu avances en âge et que tu as une maladie pleuroyenne et qu'en fait la FA va récidiver ou va devenir permanente et contrôlée en termes de fréquence cardiaque, là l'anticoagulation sera à vie selon ton chaque phase. Et donc quand tu traites par cardioversion et que derrière il n'y a plus du tout de récidive, nos intérêts aussi c'est d'éviter la hypogénie en arrêtant d'anticoagulant, puisque tu peux pas récidive, tu as plus de risque de récidive. Ça demande des haltères ECG prolongés, répétés, avant de dire on ne parle plus de FA pour vous. C'est un épisode intercurrent. Et le plus fréquent, ce n'est pas l'intercurrent, c'est plutôt le permanent. Donc on va essayer de redonner une qualité de vie au malade pour calmer les symptômes avec une activité cardiaque qui soit bien tolérée. Par rapport à la cardioversion médicamenteuse, on va utiliser de la flécaïne en première intention. Les doses 200 à 300 mg. Les contre-indications à mettre de la flécaïne, c'est l'insuffisance cardiaque et l'insuffisance coronaire. À ce moment-là, on mettra de la myodarone à une dose de 5 à 7 mg kilo. C'est intéressant au niveau de recommandation. Parce qu'en fait, on avait toujours on mettait un peu la myodarone en premier. Là, c'est la flécaïne qui ressort. Dans le collège, on parle aussi de digoxine, on n'utilise plus. On peut. Ça, c'est pour ralentir, On peut, mais c'est pas pour retrouver, c'est pas un anti-arythmique. La digoxine, tu vois, ça va les autres diapositives avec les isoprolol et tout ça. Il y avait une question là, dans un, je sais plus, c'est pas dans les enseignants. C'était un patient qui avait un problème de thyroïde, honnêtement, je ne m'en rappelle plus. Et la question c'était est-ce que vous mettez scosamidorane ou pas? Et du coup, je ne savais pas pour répondre. Est-ce que c'est l'une des contre-indications quand même contre-indication utiliser la myodarone. Si tu as aussi des thyroïdes, tu n'utiliseras pas la myodarone. D'accord, mais dans ce cas-là, on en est. Tu as et là, on passe uniquement sur la flécaïne. Il y a d'autres molécules. D'accord. Si vous avez quand même des patients qui ont des dysfonctions thyroïdiennes, vous n'utilisez pas la myodarone. C'est marqué dans les contre-indications. Les patients avec hyperthyroïdie, on mettra la myodarone si et seulement si on n'aura pas d'autres options. Sinon, on utilisera les autres. On utilisera les autres. Donc, l'ablation de la FA, c'est aussi un apport de cette recommandation. Donc, ça consiste à venir par radiofréquence irradier l'origine des veines pulmonaires dans l'oreillette gauche. Et donc là, on la recommande pour déjà les patients symptomatiques. Si après échec des traitements médicamenteux, ou bien
ou bien directement si le patient le souhaite et s'il est du coup asymptomatique. Mais on voit que c'est quand même recommandé dans quasiment toutes les formes de FA. C'est un peu l'apport de cette recommandation. Ce qui est intéressant sur cette recommandation-là, c'est qu'ils disent qu'on peut déjà proposer, selon le choix du patient, des procédures ablatives. Ce n'était pas le cas avant. Vous voyez, on essayait de mettre ça à la toute fin quand rien n'avait marché. Mais en fait, avec les nouvelles recommandations-là, on peut proposer, même devant une FA qui ne dit pas, une procédure en fait ablative à un patient. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est vraiment en place, c'est que la toute fin là, c'est, vous voyez, considérer le choix du patient. S'il préfère en fait avoir une ablation de FA, ça veut dire une intervention, on peut lui proposer ça. Là, c'est une petite image de la procédure. Voilà, vous avez même une vidéo, je pense, juste là. C'est pour voir en fait à quoi consiste. Je me suis posé la question parce qu'il était en fait procédure d'isolation des veines pulmonaires. Et là, en fait, c'est une vidéo, vous pouvez voir à quoi ça correspond. C'est passionnant. Moi, j'avais fait un petit stage en rythmo, je suis passé une ou deux fois sur la table. Là, en fait, par radiofréquence, donc ils vont ablater les foyers ectopiques. Et en fait, ce qui est merveilleux, c'est que c'est des gens qui comprennent le CG comme personne. Parce qu'en fait, quand tu arrives avec ta sonde localitaire et que tu vois en fait les complexes qui apparaissent, ils savent se repérer dans le cœur juste au moment où ils voient les complexes apparaître. Nous, on a l'habitude dans nos CG 12 ou 17 de petites dérivations. Et eux, en fait, ils rentrent dans le cœur avec la sonde et ils disent ah, ben tiens, là, on est dans le cœur. C'est magnifique. Gary, vous la vidéo, il faut bien comprendre que quand vous mettez un patient sous médicament, en fait, c'est pas rien. Hein. Quand on met un traitement sous bêta-bloquant, il y a en plus des contre-indications de qu'on loupe. En fait, il y a un impact sur la qualité de vie qui est majeur. Hein. C'est des gens qui vont parfois être déprimés, c'est des gens qui vont changer complètement de qualité de vie. Hein. C'est pas tout anodin de mettre sous bêta-bloquant. Tu vas améliorer peut-être des symptômes sur la FA, par contre, tu vas engendrer des effets indésirables. Donc la question, est-ce que finalement, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas plus de cardioversion? C'est un peu l'objet de cette recommandation aussi 2020, c'est de dire qu'il faut faire plus de cardioversion. Il faut qu'on arrête de faire juste bêta-bloquant, anticoagulation, sans se poser de questions, comme on l'a fait beaucoup ces dernières années. Aux urgences, bêta-bloquant, Xarelto, allez hop, on met dans la filière. Il faut vraiment anticiper et parler très tôt de la cardioversion aux malades et bien réfléchir. Du coup, si on fait une cardioversion, on considère qu'il est traité et qu'on ne mettra pas de traitement derrière? Tu ne mettras pas forcément bêta-bloquant. Puisque tu récupères l'activité stimulale bien tolérée. Alors que si tu veux faire une stratégie de contrôle et d'anticoagulation, tu vas laisser le patient sur une bithérapie qui sera potentiellement de prologue d'arrêto par exemple. Et donc, tu rajoutes un médicament sur ton ordonnance. Donc, c'est pas Une question. Pour la FA paroxystique, est-ce qu'on peut même faire une cardioversion? Si ton patient a un choc, si tu récupères tout de suite, tu vas dans les moins de 48 heures et que tu es sûr qu'il n'y a pas de thrombus, etc., tu vas te proposer. Ouais. Souvent, ce qui se fait pas, c'est que la logistique du truc fait qu'il faut que depuis les urgences, l'interne valide, on parle à son chef, on parle au rythmo et organise le truc. Mais en fait, tous les jours, en salle de réveil, tu as des patients qui sont cardioversés avec des petites doses de sédation, c'est-à-dire 30 minutes, et puis hop, il y a autre chose. Et il faut bien comprendre ce que c'est en termes d'organisation, mais on pêche sûrement par organisation, comme pour beaucoup de choses, tu vois. Donc, à ce moment-là où au moment de la cardioversion, il n'y a pas de FA sur le CV. Tu veux cardioverser quoi? Si elle est paroxystique, elle vient, elle part, elle vient, elle part. Ah, paroxystique, ça veut dire que ça commence, ça s'arrête en une semaine, mais tu ne vas jamais choquer un patient qui est en similaire. Jamais. 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 Tu comprends? T'es d'accord? Hein? C'est pas agréable déjà d'être choqué. Là, on c'est pas agréable. Hein? Comme la systonie, on ne choque pas, on est d'accord. Hein? Même si certains le font pour récupérer un rythme, ce n'est pas une indication. Non, j'essaie de vous mettre cette vidéo. L'acceptation ou la réduction de la FA, ça, je ne comprends pas très bien à quel niveau, mais s'il faudra faire quoi. Parce que par exemple, un patient qui a 75 ans qui commence une FA de façon un peu sans événement ou tension en particulier, est-ce qu'on va se dire, bon, c'est la première fois, enfin déjà, est-ce qu'on attend une semaine on se dit, ok, c'est juste un peu. Parce qu'on se dit, il a 75 ans, donc il en fera simplement d'autres parce que je sais pas, il est hypertendu, il a une hypertrophie auriculaire gauche, donc on ne va pas le faire déverser. Ou alors est-ce qu'on se dit, c'est son premier épisode, on dit c'est une première fois, mais on va pas faire. Mais tu vois, c'est qu'on se dit avec le patient, c'est parce que c'est une décision partagée, c'est-à-dire que comme tu le dis très bien,
Si tu as une maladie de l'oreillette et que tu risques de récidiver, tu expliques au patient que tu peux programmer une cardioversion et que ça risque de récidiver. Du coup, il n'y a pas de recours clair là-dessus qui conduit à tenir. Voilà, on va montrer la diapo. En fait, tu as quatre grandes catégories. C'est un peu ça qu'on a décidé. Et selon le profil de patient, il faut juste, tu peux nous mettre la diapo après présenter Mathias sur la stratégie de cardioversion. Et en fait, il n'y a pas un seul moment où il n'y a pas de cardioversion proposée. À chaque fois, elle est proposée. Sauf qu'il y en a une qui va être programmée, une qui sera urgente. Voilà, on est moins verticaux dans notre prise de décision. Parce que c'est anodin, tu arrives à récidive, tu expliques le bénéfice-risque. C'est là pour choquer les malades pour dire bah non, mais je n'ai pas laissé le choix parce que fallait le faire. C'est un mode de récidive, j'ai quand même un bénéfice. Alors, c'est pas moi qui fais le repos, mais a priori, oui. Si, il y a un bénéfice. Hein. On va parler tout à l'heure à la discussion de savoir. Là, c'est bon. Je pense qu'il fallait juste que je m'identifie. Donc, pour ceux qui voudraient voir à quoi ça ressemble. Et ça apparaît où là? Celle-ci? Non. Ouais, je crois que c'est celle-là. Est-ce que vous voyez la vidéo ou pas? Oui, on la voit. D'accord. C'est intéressant, je me suis posé la question et j'ai vu qu'il y avait déjà quelqu'un qui avait mis en quoi consistait la procédure dans le médicament. Il parle un peu de physiopathologie. Ils vont se focaliser en fait au niveau des cas d'événements pulmonaires. C'est fou, hein, quand même. Génial. Vous voyez isolés là les cas d'événements pulmonaires. Et repoussez votre travail intervient. Ouais. En Pas réel, forcément en temps réel. tu peux pas faire en temps réel parce que tu es d'accord que tu mets du matériel qui est magnétique quand tu fais la radiofréquence. Tu peux pas faire l'IRM en même temps que tu fais la. Ouais. Donc ensuite, probablement après.
On fait ça au niveau des deux autres aussi. Ouais, c'est ça, c'est fou, parce qu'en fait, c'est exactement ce qui se passe. Ils ont un énorme tableau avec toute la dérivation là. Et le gars, il sait exactement selon le positionnement de son cathéter que sur le site 11, bah, il reste de l'activité, donc il va aller traiter le site 11 avec ses c'est vraiment un raisonnement dans l'espace et une connaissance de C qui est hallucinant. Mais après, C'est magnifique. Juste après, une fois qu'ils ont traité, quand même, on ne détecte plus d'activité. Ça envoie une procédure d'isolation des veines pulmonaires, les 4 veines pulmonaires, globalement. Il faut vous imaginer un ECG de subdérivation, mais juste dans le site de la veine pulmonaire, mais qui entoure la sonde. C'est comme, je ne sais pas si vous connaissez l'OCT pour la coronaire, ouais. L'ultrason endocavitaire, ça vous parle ça? Pour aller voir un peu les plaques qui sont dans les coronaires, vous êtes entendu parler de ça. C'est hallucinant, hein, c'est vraiment magnifique. Hein. Regardez les procédures pareil en vidéo. Ils rentrent la sonde dans la coronaire pour aller voir en ultrason en fait la taille de la plaque, si elle est fissurée, de quel niveau elle est, l'épaisseur, tout ça, pour savoir s'il faut la traiter et comment la traiter. C'est incroyable. Bon, comment expliquer une proportion de FA asymptomatique si importante? Moi, j'ai été étonnée hein, quand même. C'est énorme, 87%. Une pathologie, on a quand même une irrégularité de rythme cardiaque. On peut avoir des palpitations, il peut y avoir des syncopes. On nous dit que dans à peu près plus de la moitié des cas, c'est asymptomatique. J'ai reposé aussi ces questions à nos autres collègues. En fait, on n'a pas la réponse à ça. On dit peut-être que c'est parce que c'est des patients plus âgés, que c'est des présentations plutôt, on va dire, atypiques, mais on n'a pas de réponse à ça. Moi, j'avais plutôt l'impression, quand on voyait ces patients, qu'ils auraient des palpitations, ils se plaignent quand même d'avoir des malaises et tout, mais non. Dans plus de la moitié des cas, ils ne se plaignent de rien. Donc, on n'a pas la réponse à cette question-là. Quand tu es âgé, tu passes ta vie sur un fauteuil, le malaise est moins fréquent. En plus, tu as des petits trucs cognitifs, la palpitation, c'est un concept qui peut-être t'échappe un peu. Ouais. Et peut-être un biais dans l'interprétation du côté asymptomatique et qu'ils ne sont pas dépistés. C'est possible. Asymptomatique, c'est quand tu es capable de décrire des symptômes. Comme par exemple, c'est une maladie que tu es âgé, tu as les symptômes de FA. Ils ont tellement besoin d'être essoufflés, comme ils sont polymorbides, si tu veux, ils sont insuffisants respiratoires, ils font Covid, machin. C'est le seul âge. C'est tout ce qu'on a. Ouais, puis si tu as une réponse ventriculaire correcte, finalement, la symptomatologie, tu ne l'auras pas. Tu vois? En fait, les patients pour urgence, ceux qui tapent à 140, 110, et qui ont en plus peut-être une insuffisance cardiaque qui se décompense, un truc contextuel qui est très brutal, ou alors ils sont très jeunes, donc ils savent qu'il y a un truc qui ne va pas. Et finalement, quand tu as une fréquence ventriculaire de réponse qui est correcte, ça ne change pas vraiment ta capacité de réponse à l'effort. Surtout que tu as arrêté l'athlétisme depuis quelques années. C'est un peu ce qui se passe chez eux. Comme beaucoup d'autres maladies. Le cut-off à 65 ans. Vous l'expliquez, vous? Oui, parce que la prévalence est plus élevée après, donc on a plus de chances de trouver. Tout à fait, c'est ce qu'on s'est dit. C'est une prévalence qui augmente, on voit bien la courbe qui augmente bien avec, à partir de cet âge-là. À partir de 65 ans, en fait, on voit qu'il y a plus, à la fois c'est plus prévalent, on a plus aussi de nouveaux cas par la suite. Donc c'est pour ça que ce cut-off-là, en fait, a été choisi. Les avec en oubli. Charles? La puissance agir en plus d'intention à l'année, sauf si une indication avec la FA régulière ou l'insuffisance rénale. Très bien. À la grande époque des AVK, il y avait un patient sur deux qui était sous-dosé ou surdosé. 50%. Problème d'observance, interaction, cytochrome, alimentation, machin. Et là, maintenant, sous AOD, il y a des gens qui sont résistants aux AOD, hein, vous savez ça? Ils ne répondent pas aux AOD, pour la réactivité anti-ça spécifique des AOD, pour mon dosage et l'hémostase. Je vais préciser quel type d'AOD ils ont, qui font l'activité anti-ça spécifique avec leur oxydant, par exemple. Mais sur la population générale, en fait, vous prescrivez quelque chose que vous n'avez pas besoin de surveiller pour une prise de sang tous les mois, ou au départ tous les jours. Et en plus, en termes d'équilibre, ça marche beaucoup mieux. Alors que les études initiales avaient été faites pour des patients de moins de 75 ans. Donc,
Les études pour les patients âgés sont arrivées après, mais c'est eux les plus gros pour eux. Je disais, la nourriture, il n'y a pas d'intervention. Non, avec les avocats. Pour les avocats. Ouais, avec les avocats, tu sais, tu manges. Oui, c'est vrai que quand tu avais un sur deux, c'était dans sa cible INR. Donc c'est une catastrophe. La gestion préparatoire, c'est pour ça que j'ai des études déjà. Ça encore, c'est une autre discussion. C'est une autre discussion. C'est pas, je pense pas que cette. Il y a plein de choses qui sont plus compliquées avec la OVL. Dans ta mobilisation. Et dans le développement. Ouais, le développement, mais. Oui, sinon il y a Et le seul truc spécifique d'un des trois, c'est. Voilà, sinon tu donnes du BBSB, tu donnes des trucs pour essayer de calmer la tempête, mais tu ne luttes pas spécifiquement contre le. C'est quand même fou de sortir un truc qui va faire saigner les gens et les faire mourir, et de ne pas avoir d'antagonisme spécifique. Hein, alors que les vitamines K, moi je donne des vitamines K. Donc il y a quand même des choses qui sont un peu plus compliquées. Et une maladie cancéreuse active aussi, je croyais que les AOD n'étaient pas très validés pour les cancers comme ça. Même les autres tout à l'heure, en fait, c'est quand tu fais une flévite ou une pulmonaire avec une indication avec un anticoagulant, alors on peut se faire BPM parce que tu as le CTP anti-angiogénique, etc. Là, on est sur autre chose. Hein. Ralentir ou réduire, comment choisir concrètement? On a essayé déjà de répondre à ça. Hein. Ralentir, c'est ce qu'on fait déjà quand on les voit arriver aux urgences, on met des bêta-bloquants de manière à, quand ils arrivent à 150, de manière à descendre en dessous de 100. Maintenant, on est d'accord que réduire, en fait, c'est une autre problématique. Ça veut dire qu'on va mettre plutôt des anti-arythmiques, on va mettre aussi, on va mettre des anti-arythmiques comme par exemple en première intention la flécaïne. Faire l'un ou l'autre, ça se discute, selon à la fois les cardiologues et ce que veut le patient. Globalement, c'est ce qui ressort de la discussion avec mes collègues de cardiologie. D'accord? Donc, nous, on sait qu'on peut les ralentir quand ils arrivent à des fréquences cardiaques élevées. On les anticoagule aussi, toujours avant qu'ils sortent, en évaluant le bénéfice-risque. Maintenant, pour les réduire, ça veut dire plutôt retrouver un rythme sinusal. On est déjà capable, moi j'ai déjà eu en fait des cas où on a débuté la flécaline en vue de les revoir dans quelques jours pour effectivement faire des procédures derrière. D'accord? Donc, ça se discute vraiment en fonction de ce que veut le patient, en fonction de quand on découvre en fait aussi, est-ce que c'est une EFA qui est naissante, quoi. Vous n'allez jamais penser par exemple à réduire une EFA qui date, dont vous ne pouvez pas dater en fait l'origine aussi. Ça entre aussi en compte. Il y a beaucoup d'éléments qui vont participer en fait à ces décisions. Les EFA permanentes d'abord, d'ailleurs, vous n'allez pas les réduire, quoi. Ce sont généralement des EFA qui sont vous pouvez dater, qui sont plutôt récentes, et vous avez aussi derrière des patients qui vont être suivis et tout ça. OK. Procédure ablative laissée au choix du patient. Comment le présenter au patient? J'ai posé cette question parce que je trouvais intéressant de se dire qu'on va faire quelque chose de définitif. Mais nous, à notre niveau, aux urgences, comment on le présente au patient? Parce qu'on le met quand même en première intention en disant que c'est des patients, on peut ne pas leur proposer la flécaline et tout ça, et pour leur proposer directement ça. Et du coup, les collègues de cardiologie disent qu'on peut dire au patient, lui dire que ça existe, que c'est possible, et ça peut se discuter en fait en procession de cardiologie. Il faut bien comprendre que vous, parmi vous 7, il y a peut-être une personne qui va faire de la FA quand il aura 60 ans. Et en fait, vous arrivez aux urgences de l'arrêt, vous étiez externe, et l'interne vous dit, ah là, vous faites de la FA, à 120 par minute. Vous dites, ma main, c'est rare là. Et en fait, quand on vous dit, je vais vous mettre sous traitement, vous avez la TSH, et puis vous allez avoir un cadre de vous dites, donc je rentre dans une maladie à vie, où mon impact sur la qualité de vie va être énorme, mais vous êtes très content, vous avez fait le diagnostic, vous avez sorti le malade à 120 000 fréquences cardiaques, vous êtes très content, vous avez fait votre checklist, ça me semble que c'est interne, c'est super. Sauf que le malade, quand il sort, en fait, dans sa tête, c'est, mais du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je peux plus aller en montagne, comment je fais si j'ai pas mes médicaments quand je pars en vacances, si je saigne, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez ce qui se passe dans la vie du malade, en fait, c'est énorme. Et on a toujours cette vision, nous, ECN, de cocher des cases, de connaître ces indications. On va dans le détail des molécules, alors que vous n'allez pas les retenir dans 2 heures, vous allez tout oublier. Et par contre, on ne parle pas assez du malade, quoi. Le malade, il faut lui expliquer, il y a peut-être une solution pour vous. Il y a des choses qui se développent qui sont vraiment pas trop invasives. Vous restez 1 heure sur table et vous oubliez la FA derrière. Donc ça leur donne un petit message un peu d'espoir. Il faut bien comprendre que la cardioversion,
Et l'ablation, vous avez compris que c'est deux choses différentes. Hein, c'est tout pareil. C'est définitivement ablater un foyer ectopique de FA versus faire une cannulation électrique pour réduire un rythme sinusal. D'accord. Donc, après l'ablation, on a toujours un anticoagulant. Ça, je ne sais pas combien de temps. C'est pareil, ça se discute toujours combien de temps après. Tu peux avoir Ça des se discute après. tous les gestes ne marchent pas à 100%. Hein. Donc, ça se discute. Là, c'est trop spécifique pour nous. Maintenant, est-ce l'ablation, bon, bah, je ne sais pas, 20 ans. C'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, en fait, c'est de la faire entrer dans la recommandation au premier plan. C'est ça qui est nouveau. C'est pas que c'est une procédure qui est nouvelle. Hein. C'est de dire quand même que on veut pouvoir proposer un traitement thérapeutique efficace, définitif à des patients en première intention. C'est ça qui est nouveau dans les recommandations. On est proposé dans le développement et un peu. On est proposé après. On proposait déjà des médicaments, cocaïne et tout, et on revoyait, on discutait avec le patient, on faisait des chocs électriques. On proposait plutôt la cardioversion, et si jamais ça ne marche pas, à ce moment-là, on passe aux procédures ablatives. Mais là, vraiment, ça passe en première intention. Quoi. Dans les cas paroxystiques, c'est en première intention. Tout à fait. On peut proposer aux patients. Et donc, il faudrait qu'on les adresse à des cardiologues pour discuter de ça, si c'est leur choix. Ou s'il envisage. Question bête. Pour faire une ablation, il faut que le patient soit en alpha. Du coup, s'il est en paroxystique et qu'il a plus alpha quand on lui fait ça, on ne peut pas la faire. Alpha paroxystique, ça veut dire qu'il y a quand même un foyer qui va se déclencher de manière. Du coup, il faut qu'il soit présent. Il faut être sûr. Il faut être sûr. Là, tu as tout à fait raison. La paroxystique, ça veut dire qu'il y a de la FA quand même et qui va disparaître spontanément. Quand on reprend les premières diapos de Mathias, il a dit, hein, tu vas faire dans le bilan la biologie, la TSH, le TT. Donc si tu as de la FA paroxystique et qu'à ton OTT, tu vois que tu as un racine tu sais qu'elle va correcte. Par exemple, tu vois, c'est le même principe dans l'idée de l'ablation, c'est qu'en fait, si tu fais un ETA-OCD, que tu te dis, bah là, par rapport à cette ECG-là, on pense qu'il y a un foyer ectopique, alors peut-être qu'on va te proposer d'aller le chercher pour pas que ça récidive. Le côté paroxystique, ça veut pas dire que ça ne va jamais se reproduire. Ça veut dire que tu as une sensibilité pour le faire, et donc peut-être éviter que ça recommence. Je crois que sa question, c'était s'il n'est pas en état au moment de l'examen, comment je fais? C'est-à-dire que j'ai une étape paroxystique et puis je prévois un truc, je vais très bêtement, hein. Je fais n'importe quoi à 3 semaines, et puis en fait, sa FA elle s'est calmée et elle n'est pas revenue pendant l'intervention. Du coup, comment on fait? Est-ce qu'on peut faire l'ablation sans le contrôle derrière qui. Je pense que si. Enfin, tu peux pas identifier. Là, c'est vraiment la situation où tu ne peux pas identifier d'où vient le foyer. C'est comme la situation qu'on a eue avec la SCA de la semaine là, en disant qu'éliminer une cardiopathie mettre des anti-agents plaquettaires, en fait qu'on a éliminé l'étiologie cardio-embolique. Je pense qu'on n'élimine pas en fait cette étiologie parce que même si tu vois un nombre de CG qui est normal, il y a un foyer en fait ectopique de FA qui va réagir, qui est présent. Il y a 5 ans, la personne a été connue FA récente. Juste avant l'intervention FA, puis ensuite, je ne sais pas pourquoi ils refont le CG, il n'y a plus d'FA. Et ils ont arrêté finalement, ils ont écrit ça 2 fois, toujours la même situation. Et ils ont arrêté finalement de nous. Je pense que tu mets le doigt sur une situation particulière qui est en effet sûrement difficile. Parce que tu n'as pas envie de faire de l'expo mini-invasive, alors qu'en effet, tu ne retrouves pas de foyer. Je suis d'accord avec toi. Et je pense que c'est l'intérêt des volontaires prolongés et de discuter. Ouais. Mais je pense que c'est des patients qui sont en FA quand même. Même si en fait on a enregistré un rythme sinusal, je ne suis pas sûre que, notamment pour la FA paroxystique, que ça suffise à éliminer le fait qu'il y ait un foyer ectopique sous-jacent. C'est une question intéressante. Charlotte? Ouais, je suis là. Tu nous suis? Oui. Est-ce que tu peux partager tes diapos maintenant? Alors attends. Donc, Charlotte va intervenir sur quels critères recommandez-vous pour un retour à domicile et faire entrer les patients. Parce que vous avez compris quand même que c'est une pathologie qui est intéressante dans le fait où, quand les patients ne sont pas graves, ils peuvent rentrer à la maison. On n'hospitalise plus des FA qui n'ont pas de signes de gravité. Et donc, il y a un circuit qui se met en place là pour pouvoir faire en sorte que ces patients soient sortis et revus derrière, rappelés derrière par nos collègues infirmières quelque peu suivis. Et en fait, qu'il y ait un pouvoir de transmission entre le patient qui est sorti des urgences et sa consultation en cardiologie. D'accord? Et c'est Charlotte qui va nous en parler un peu.
Ouais, alors je peux pas partager mon écran tant que tu partages le tien. Ok. D'accord. Je te laisse partager le tien. Et voilà. Est-ce que vous le voyez? C'est bon? Ouais, je vois. Ok, alors moi je suis une des infirmières des urgences. Alors en effet, les patients à qui on découvre des FA et qui ont ces critères d'inclusion-là, donc pas d'hospice ni en médecine ni en cardio, pas de retentissement respiratoire ou hémodynamique, pas d'insuffisance rénale, évidemment pas de risque hémorragique puisqu'on démarre les anticots, pas de femme enceinte, pas de précarité ou de fragilité sociale qui ferait qu'ils du coup ils respecteraient pas le suivi et pas de pathologie infectieuse. Ces patients-là, nous, on les revoit dans les 8 jours maximum dans une consultation purement infirmière et ça dure à peu près 45 minutes, 1 heure. Donc notre boulot, c'est de voir comment ils vont, s'ils prennent bien leur traitement déjà sur la première semaine. Et c'est surtout de les éduquer à leur pathologie parce que quand ils partent des urgences, on n'a pas le temps de répondre à toutes leurs questions, ils n'ont pas le temps de penser à toutes les complications au quotidien. Et l'autre versant, c'est de créer et renforcer le lien avec la médecine de ville. Et donc, on s'assure qu'ils prennent les rendez-vous chez cardiologues et médecins généralistes. On peut leur proposer des praticiens de ville qui ont accepté de participer au projet. Et ensuite, ces patients-là, nous, on les a par téléphone pour des consultations à 3 mois, 6 mois, 9 mois et 1 an. Et on va comparer, du coup, on espère inclure 40 patients des urgences. Et on va comparer cette cohorte-là de patients à ceux qui n'ont pas eu de suivi infirmier et donc voir si ça améliore significativement la qualité de vie et le suivi des patients en FA. Voilà, voilà. Excellent, Charlotte. Excellent. Merci beaucoup. Donc ça, je suis désolée, il arrive, je t'embête, ça c'est du coup les critères. Ouais. Et pour ceux qui bossent aux urgences, ça c'est le document que vous allez devoir remplir pour faire les inclusions. Eric nous l'a partagé, donc je me permets de vous le mettre, comme ça c'est plus intéressant pour vous. C'est pas très compliqué, c'est bon, évidemment, de nous donner leurs coordonnées des patients parce qu'il faut qu'on puisse les rappeler. Bien cocher que vous avez fait juste les biologies de base dont vous parlez depuis tout à l'heure. Et les cardiologues de ville nous ont demandé les Shadvask et les Hasbled. Moi, je n'en connais pas les spécificités, mais c'est juste pour nous faire la liaison avec les cardiologues de ville. Et donc, c'est ce document-là à envoyer à notre adresse infirmière et nous, après, on s'occupe du reste. Excellent. Et voilà. Merci beaucoup, Charlotte, c'est très clair. Hein. Ah bah, écoute, merci à toi. Merci. Merci, Charlotte. C'est deux sujets intéressants, encore des vidéos à faire en sorte que tout ça soit appliqué. Ce qui est intéressant, c'est de mettre ça en valeur aujourd'hui parce qu'on est un hôpital universitaire, on est censé le savoir. D'accord? On est censé encore aller plus loin, travailler à ce que ce soit possiblement mis en place et fait. D'accord? J'ai beaucoup aimé travailler avec vous pendant ces semaines. Et c'était vraiment un plaisir. C'est incroyable à quel point vous êtes motivé, investi, et ça fait vraiment plaisir pour une première fournée d'étudiants. C'est incroyable. Merci beaucoup. Et comme vous l'avez dit encore une fois, peu importe ce que vous allez faire, peu importe la spécialité, ce que je veux, c'est que vous soyez des bons médecins. Peu importe. Il y aura entre vous, dans des médecins généraux, des dentistes comme les cardiologues, les chirurgiens, peu importe ce que vous allez faire, attachez-vous en fait à respecter les patients en fait. D'accord? Donc, nous travaillons sur les recommandations. Il y en a plein d'entre vous. Je pense qu'il y en a plein d'entre vous qui faire aussi. Enseigner, transmettre des choses. D'accord? Et c'est tout.